Salut les gars, ça bouge? Il y a 1000 ans, un groupe de personnes a quitté la Terre et a organisé la Ligue des Mondes Libres. Une des planètes que les humains ont colonisées était XT-59, qui était couverte de marécages impénétrables. Cela n'a pas empêché les humains de construire une ville où un système de contrôle total isole la population du monde extérieur, impose une surveillance des contacts et a des exigences très strictes. Le système choisit même le conjoint et l'emploi d'une personne. Christie détestait le travail qu'on lui avait attribué et son mari a signé encore plus. Alors elle les a abandonnés, pour immédiatement se faire arrêter. Christie et 8 autres prisonniers sont emmenés dans une prison spéciale où ils doivent se tenir contre le mur pendant quelques minutes pour être scannés. Toutes les données personnelles sont collectées par le système et envoyées aux ordinateurs centraux pour que le président puisse les consulter. Ensuite, il informe ses conseillers sur qui doit être arrêté et pour quelles raisons. Pendant qu'ils finissent de scanner tout le monde, les gardes amènent un 10e prisonnier avec un sac sur la tête. Le capitaine explique qu'il aimerait les abattre tous, mais que la loi ne le permet pas. Alors, les prisonniers seront relâchés dans les marécages. S'ils survivent assez longtemps pour traverser 300 km vers l'est, ils pourraient trouver les îles du bonheur, ce qui leur accorderait la rédemption. Cependant, Christie n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui ait réellement atteint les îles, car les marécages sont pleins de dangers. Ensuite, les prisonniers sont emmenés à l'extérieur et celui avec le sac est dit de continuer. Cependant, il se méfie et donne un coup de pied à une pierre, révélant que la clôture électrifiée est toujours en place. L'homme pense qu'ils essayèrent de le tuer et de faire en sorte que ça ressemble à un accident. Puis, le capitaine annonce une peine d'exil et finalement enlève le sac pour que Irvine puisse voir à nouveau. Avant de partir, les gardes déposent une boîte avec des provisions et le capitaine leur dit de s'en aller dans 1 heure. Si quelqu'un reste près de l'installation, il sera abattu. Le capitaine réactive la clôture avant de partir avec les gardes. Maria panique immédiatement et essaie de courir vers la clôture, mais Christie l'arrête. Irvine dit qu'il devrait se présenter et ils apprennent que Just a déjà purgé une peine et connaît très bien les marécages. La conversation est interrompue lorsqu'une créature terrifiante surgit du sol, secouant son corps comme une branche pendant 1 seconde avant de se cacher à nouveau. Irvine explique qu'elle s'appelle Sea Horty et qu'elle peut ressentir les vibrations qui guident ses attaques. Ensuite, Irvine ouvre la boîte et les prisonniers commencent à se pousser pour accéder aux provisions en premier. Irvine ne prend qu'un couteau et dit à Christie de laisser tomber ce qu'elle a pris car elle n'en aura pas besoin. Soudain, Just ferme la boîte et dit que personne ici ne pourrait survivre au marécage, donc ils devraient le suivre. Cependant, Irvine et Christie refusent de partir avec le groupe car ils veulent trouver les îles, en lesquelles Just ne croit pas. Avant de partir, Irvine demande leur part des provisions, mais Just refuse. Alors Irvine attrape et menace de tuer Caïm, ce qui entraînerait que tout le monde se fasse tirer dessus par les gardes. Parce qu'attaquer les autres est contre les règles, Just n'a pas d'autre choix que de leur donner leur nourriture et leurs outils, seulement pour que Just le surprenne en demandant lui-même la boîte. Il accepte même de payer avec toute sa nourriture. Just accepte, et son groupe met ses propres provisions dans les sacs fournis avant de partir. Christie veut que Maria les accompagne, mais Irvine refuse, expliquant que cette femme est trop instable et ne fera que les ralentir. Il doute que Maria survive et veut que ce soit le problème de Just. Irvine partage les détails sur comment une équipe de 2 personnes est parfaite pour survivre, et Christie réalise qu'il réfléchit à cela depuis un moment, alors elle l'appelle un calculateur. Irvine fait marcher Christie devant lui parce qu'elle est plus légère, ce qui signifie qu'elle peut trouver les marécages profonds sans rester coincée. Il traînera la boîte avec une corde attachée à son corps. Après quelques heures de marche, le duo est abordé par Leila, qui veut venir avec eux et promet même de partager ses provisions. Irvine envisage leurs options quand soudain quelqu'un ouvre le feu sur eux. Irvine et Christie courent se cacher derrière quelques rochers, et bientôt les tirs s'arrêtent. Leila n'a pas été touchée, ce qui signifie que le tireur visait Irvine. Il dit à Leila de partir car elle est clairement la raison de l'attaque, et une Leila furieuse retourne à son groupe. Ensuite, Christie et Irvine continuent leur voyage en rampant sur le sol, en gardant la boîte derrière eux comme bouclier. Christie remarque de petites créatures étranges sur le dessus de la boîte, mais Irvine la rassure en disant qu'elles sont pacifiques. Une fois qu'ils ont traversé la crête magnétique, Irvine se lève parce que les armes à feu ne fonctionnent pas là. Il se cache derrière quelques rochers pour espionner l'autre groupe et constate qu'ils ont suivi sa piste. Irvine remarque aussi qu'il manque un prisonnier juste avant qu'une lumière n'indique que le canon de l'installation a été tiré, ce qui signifie qu'un homme est resté derrière et a été tué. Christie se demande si les îles sont réelles, et Irvine dit que le fait que le capitaine ait presque tenté de le tuer avec la clôture est une preuve qu'elles le sont. Si les prisonniers n'avaient vraiment aucune chance de survie, il n'aurait pas perdu de temps à essayer de le tuer. Irvine continue d'affirmer qu'il connaît bien les marécages, mais il n'y est jamais allé, ce que Christie trouve contradictoire. Pendant ce temps, dans l'installation, le capitaine parle au président, qui est furieux car ils ont échoué à tuer Irvine. On découvre alors que le tireur était Macias, le prisonnier qui est resté derrière. En réalité, c'était un gardien travaillant sous couverture, et le canon ne l'a jamais tué. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Quelque temps plus tard, Christie et Irvine s'arrêtent pour se reposer et prendre un peu d'eau. À ce moment-là, une tentacule électrifiée sort du sol et attaque presque Christie, mais Irvine saute dessus avec sa cape pour l'arrêter. Le tentacule commence à riposter, s'enroulant autour du corps d'Irvine et lui lacérant la poitrine.
Suivant les instructions d'Irvine, Christie attrape le couteau et coupe à la base, faisant que la créature souterraine se retire. Irvine décide de conserver le tentacule sectionné pour s'en servir comme arme. Ensuite, Christie nettoie la blessure d'Irvine tout en avouant que son crime était le meurtre. Elle a essayé d'obtenir un permis de divorce et le fonctionnaire du gouvernement a tenté de l'agresser. Alors elle a agi en légitime défense. Ils sont interrompus par l'arrivée de l'autre groupe et lorsque Youst essaie de voler la boîte, Irvine utilise le tentacule comme un fouet pour le tenir à distance. Le groupe de Youst recule et le duo continue son voyage. Quelques heures plus tard, Irvine remarque que Youst et ses gens les suivent toujours. Christie se demande où le groupe va, si Youst ne croit pas aux îles, et Irvine suppose qu'il se dirige vers le Fond Pourri, une ancienne prison où vivent les parias sociaux. Soudain, Irvine remarque un sea ortie émergeant du sol et dit à Christie de s'allonger sans bouger ni faire de bruit. L'autre groupe continue de marcher, ce qui fait que le sea ortie ressent leurs vibrations et commence à envoyer ses branches vers le haut. Youst finit par dire à tout le monde de s'immobiliser, mais il est trop tard. L'immense sea ortie surgit et balance son corps pour attaquer. La plupart des prisonniers l'évitent, mais Maria et Shob se font attraper par les branches. Heureusement, Shob a un couteau et coupe immédiatement la branche pour se libérer, mais la créature se régénère et crée une structure monstrueuse devant eux. Youst rappelle à tout le monde de rester immobile. Cependant, Caïm est terrifié et s'enfuit. Une branche le saisit par la cheville et le maintient en place pour que le corps principal descende sur lui, capturant Caïm et l'emmenant avec lui alors qu'il retourne dans sa tanière souterraine. Pendant que les autres branches disparaissent également, Christie reproche à Irvine de ne pas avoir averti les autres de la créature. Irvine lui rappelle qu'ils doivent survivre et la force à continuer. À l'installation, le président dit aux officiers qu'il veut qu'ils attrapent Irvine et l'amènent, le qualifiant de conseiller. S'ils échouent, le président fera également des officiers des prisonniers. Plus tard, alors que le duo se repose, Christie entend un bruit étrange et se retourne pour voir une vue terrifiante. Il y a un énorme essaim de petites créatures qui approchent très rapidement. Elle essaie immédiatement de s'enfuir, mais Irvine l'arrête et la tire en arrière lorsqu'une créature les attaque presque. Irvine la détruit avec le fouet. Puis il emmène Christie dans la boîte avec lui. Les créatures atteignent bientôt leur emplacement et piétinent toute la boîte. Cela le fait trembler comme un fou. Cependant, il est assez solide pour ne pas se casser, et il les garde en sécurité jusqu'à ce que les monstres soient partis. Une fois qu'ils sont sûrs que c'est terminé, le duo sort et continue de voyager sans la boîte. Bientôt, ils atteignent les véritables marécages, alors ils utilisent leur bâton pour vérifier le sol avant de faire un autre pas. De cette façon, ils peuvent éviter de s'enfoncer. Pendant ce temps, le groupe de Youst atteint également la zone, et Maria a du mal à avancer à un rythme convenable. Youst annonce qu'ils font une pause, et Leila proteste en faisant remarquer qu'ils perdront la trace d'Irvine. Youst s'en moque. Furieuse, Leila coupe l'extrémité de la corde et essaie de partir. Youst se met bientôt à la poursuivre. Cependant, il ne fait pas attention et finit par tomber dans un trou de marécage. Leila se moque de lui alors qu'il supplie de l'aider, et Shob envisage de le secourir, mais Leila l'en empêche. Elle explique qu'Irvine était autrefois un conseiller du président, et qu'il a toutes les informations nécessaires sur cette zone, donc il devrait le suivre lui, et non Youst. La majorité du groupe est d'accord et part avec elle, mais Yann reste en arrière et aide Youst à sortir du trou. Plus tard dans la soirée, Irvine attrape plein d'insectes et les mange crus, disant à Christie de faire de même si elle veut survivre. Christie le fait même si elle trouve le goût dégoûtant, et Irvine précise que les faire bouillir les rendrait encore plus mauvais. Pendant qu'il se repose, Irvine partage enfin pourquoi il a été emprisonné. Leila avait raison. Il était autrefois un conseiller du président, et il a été capturé lorsqu'il a essayé de divulguer des informations qui prouveraient la corruption du système. Finalement, Irvine s'est rendu, espérant être exilé exprès. Il savait que le système ne pouvait pas fonctionner sans lui, donc disparaître serait la façon la plus efficace de le détruire. Dans l'installation, le capitaine découvre que le système traverse quelques erreurs qui font échouer les satellites de communication. Cependant, personne ne peut le redémarrer car Irvine est le seul à connaître le code. Un peu plus tard, le groupe de Leila voit deux personnes à proximité et s'approche d'elles en pensant que ce sont Irvine et Christie. Cependant, il s'avère qu'ils sont deux prisonniers qui sont restés coincés là pour toujours et ont survécu en devenant cannibales. Ils attaquent immédiatement le groupe et capturent Maria pendant que les autres s'enfuient. Christie peut entendre ses cris au loin et veut retourner la chercher, mais Irvine l'arrête car c'est dangereux. Les cris de Maria s'arrêtent lorsque les cannibales la tuent avec une pierre. Après cela, Christie prend un moment pour pleurer et se demande qui a pu inventer cette punition horrifiante. Irvine admet alors que c'était lui. Christie le considère comme un monstre, mais Irvine fait remarquer que personne n'a protesté contre la loi lorsqu'elle a été annoncée. Donc la population générale est aussi horrible que lui. Une Christie furieuse continue de l'insulter, disant que la conscience d'Irvine s'est réveillée trop tard. Confronté à sa propre culpabilité, Irvine s'enfuit et commence à crier pour attirer l'attention d'une créature, espérant en finir avec lui-même. Rien n'apparaît, et Irvine pense que même les monstres ne veulent pas de lui, alors il accepte de continuer à guider Christie. Toujours en colère, elle admet que le capitaine lui avait offert la liberté si elle tuait Irvine, mais elle a refusé. Pendant ce temps, Youst et Yann retrouvent le groupe de Leila et se préparent à se venger. Lorsque Youst attrape Leila par le cou, elle finit par avouer que le capitaine lui avait offert la liberté si elle tuait Irvine.
Pour confirmer son histoire, Valentin utilise un scanner sur son corps et trouve un traceur à la cheville de Leila. Youst annonce qu'ils doivent le couper, alors Leila essaie de s'enfuir mais tombe soudainement. En se retournant, elle découvre une créature semblable à une toile d'araignée qui lui attrape la jambe. Bientôt, d'autres filaments sortent du sol et commencent à couvrir Leila, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger ni respirer. Youst reprend le contrôle du groupe et ils partent tandis que le traceur envoie un message au capitaine. Il est heureux d'apprendre que Leila est morte et révèle qu'il a une arme ancienne qui fonctionnera dans la zone des marécages. Il envoie alors Mathias avec celle-ci vers le groupe de Youst. Il voit Valentin trouver un sac par terre et l'ouvrir. Une substance noire en sort et pénètre son corps, le tuant instantanément et dévorant la chair de son visage. Quelques instants plus tard, Yann approche Christy et Irvine en disant qu'il a abandonné son groupe. Irvine ne le croit pas, et il a raison car un objet le frappe à la tête, le rendant inconscient. Lorsque Irvine se réveille, il découvre que lui et Christy ont été capturés par les 3 prisonniers restants. Youst explique qu'ils sont près des entrées du fond pourri. Ils ont besoin d'un plan pour s'en approcher, sinon ils risquent d'être pris en embuscade. Irvine veut que Christy parte sans lui, mais elle refuse et l'embrasse par la suite. Youst prend Irvine sur ses épaules en cherchant un officier pour essayer de conclure un marché. Dans le fond pourri, Mathias et 2 officiers arrivent. Ils assomment quelques prisonniers cachés là et en interrogent un autre qui jure que personne de nouveau n'est arrivé récemment. Soudain, une arbalète tire dans l'obscurité, tuant un des officiers. Mathias et l'autre garde ripostent immédiatement, tuant plusieurs prisonniers et détruisant la moitié de la pièce. Dehors, Chob erre seul, et bientôt les branches d'un scie ortie commencent à l'entourer. Lorsque l'officier sort pour enquêter sur le bruit, le scie ortie attaque et le capture à la place. Dans la lutte, son arme se décharge accidentellement et les balles touchent l'épaule de Chob. L'arme tombe tandis que la créature disparaît avec le corps. Pendant ce temps, Youst et Irvine entrent dans le fond pourri en utilisant un tunnel secret. Youst cache Irvine et va dans une autre pièce pour rencontrer Mathias, demandant un marché. Mathias accepte et lui donne son arme en garantie de sa parole. Lorsque Youst l'emmène voir Irvine, celui-ci a déjà disparu. Mathias utilise son scanner pour trouver la localisation d'Irvine, mais garde l'information pour lui. Youst continue à avancer pour commencer la recherche et Mathias se prépare à lui tirer dessus. À la prochaine demande, Mathias tire le premier. Cependant, son arme n'a pas de balle et Mathias la bat rapidement de 2 coups. Ensuite, Mathias vérifie derrière un rideau, pensant que c'est là qu'Irvine se cache. Mais les personnes détectées par son scanner sont Yann et Christy. Après avoir tué Yann, Mathias capture Christy et menace de la tuer si Irvine ne sort pas. À ce moment-là, Chob se glisse également dans le bâtiment, apportant l'arme de l'autre garde. Il rejoint Irvine et ils élaborent un plan. Ils sortent de leur cachette et Irvine accepte de se rendre en échange de Christy. Mathias la laisse partir, mais avant que Chob ne puisse tirer sur Irvine comme prévu, Youst réapparaît et poignarde Mathias à la tête par derrière. Lorsqu'il meurt, il tire accidentellement avec son arme et touche Christy. Mais heureusement, ce n'est qu'un sédatif et non une vraie balle. Ensuite, Irvine remercie Youst, qui est en grande douleur. Il demande la capsule empoisonnée de Mathias, et Irvine la lui donne afin qu'il puisse avoir une mort paisible. Quelque temps plus tard, Christy, Irvine et Chob atteignent le rivage et trouvent de petites îles sur la mer sans rien dessus. Chob pense que c'est fini, mais Irvine remarque que les îles bougent, ce qui signifie qu'elles ne sont pas de vraies îles. Elles ne sont que des morceaux du tapis de marécage, capables de supporter leur poids. Le trio choisit une île pour embarquer et utilise leur bâton pour la pousser loin du rivage, espérant que cela les mènera à leur liberté. À l'installation, le président réprimande le capitaine pour son échec lorsque les systèmes commencent à s'éteindre. Le capitaine envoie un autre officier après Irvine, espérant qu'ils ont encore une chance de l'attraper. De retour aux prisonniers, Chob découvre que sa blessure ne cesse de saigner, et à ce rythme, il mourra bientôt. Ne voulant pas attendre, il saute à la mer et dit au revoir aux autres avant qu'une créature ne le tire sous l'eau pour le manger. Quelques heures passent, et le duo est repéré par l'officier dans un avion. Mais c'est trop tard. Le système échoue à nouveau sans le code, et l'avion s'écrase dans l'océan, coulant rapidement. Le duo réalise que le plan d'Irvine a fonctionné, et que le système gouvernemental est en train de s'effondrer, alors ils célèbrent. Leur joie est interrompue lorsqu'ils remarquent une chute d'eau devant eux. Utilisant les connaissances scientifiques d'Irvine, lui et Christy fabriquent un cocon en utilisant l'île et retiennent leur souffle alors que l'eau les emporte. Quelque temps plus tard, les vagues déposent le duo sur un autre rivage, qui semble être désert. Irvine sait qu'il y a une installation militaire cachée ici, mais il ne connaît pas le dernier chiffre du mot de passe car le président l'a choisi. Comme ils n'auront que 2 essais, Irvine calcule les possibilités sur le sable, mais Christy lui dit qu'il devrait penser à la dernière chose que le président a dite avant d'entrer le code. Suivant ce conseil, Irvine s'approche du panneau de contrôle et entre d'abord un mauvais code exprès pour vérifier que le système fonctionne bien. Ensuite, il entre un code en utilisant le dernier numéro que le président lui a dit, ce qui fait apparaître une entrée dans la montagne. Le duo entre à l'intérieur et trouve un avion prêt à quitter la planète. Cependant, Irvine dit qu'il n'y a qu'un siège, donc Christy devrait partir sans lui. Christy lui dit qu'elle préfère rester avec lui parce qu'elle l'aime et l'embrasse. Quelques minutes plus tard, le couple quitte ensemble dans l'avion en partageant le siège. Finalement, ils atteignent une autre planète, et la Ligue des Mondes Libres apprend les atrocités du système de XT-59. Grâce à eux,
Les forces de maintien de la paix sont envoyées pour libérer les citoyens de cette planète, et en 10 ans, un nouveau système prend le relais. Mais celui-ci finit par être pire. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.